Bonjour et bienvenue à cette conférence des Allô? GECO consacrée au Green Deal, le pacte vert. Bonjour, je m'appelle Philippe Escande et je suis journaliste au Monde. Alors, le Green Deal, eh bien, il est né le 11 décembre 2020 quand la Commission européenne a sorti un papier très important euh, portant sur ses ambitions d'ici à 2050. Et elle écrit précisément: il s'agit de transformer l'Union européenne en une société juste et prospère, dotée d'une économie moderne, efficace dans l'utilisation de ses ressources et compétitive, caractérisée par l'absence d'émissions nettes de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l'utilisation des ressources. Et donc, c'est un objectif extrêmement important, une absence d'émissions de gaz à effet de serre en 2050, qui a été complétée ensuite dans une loi proposée en mars 2020 et qui indique un objectif intermédiaire d'ici 2030, donc dans 10 ans, qui lui aussi est très ambitieux, puisqu'il s'agit de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre, ce qui veut dire par exemple qu'en matière d'énergie renouvelable, eh bien, il faudra qu'il y en ait 2 fois plus dans la consommation d'énergie qu'il n'y en a actuellement. Donc, ça passe à peu près 40% des émissions d'énergie, c'est déjà considérable. Eh bien, tout ça, évidemment, ça va nécessiter des investissements extrêmement importants et la mobilisation d'une finance, elle aussi, très importante en faveur des actions pour le climat et l'énergie. Mais voilà, il s'est passé quand même quelque chose entre décembre, puis mars, et maintenant, c'est évidemment la pandémie. Et cet événement a mis à plat toutes nos économies. Et dès lors, ces beaux projets, eh ben, est-ce qu'ils vont être remis à des jours meilleurs, ou est-ce qu'au contraire, pour s'en sortir de la crise économique actuelle, on se servira de l'environnement comme d'un levier? Alors, que penser de cette ambition européenne? Est-ce qu'elle est encore d'actualité? Est-ce qu'elle est compatible avec les mesures et l'urgence de ces temps troublés? Eh bien, c'est de tout cela dont nous allons discuter maintenant avec les invités que je vous présente. D'abord, Xavier Timbaud, vous êtes économiste à l'OFCE, l'un des principaux organes français de conjoncture économique. Natacha Valla, également économiste, doyenne de l'école de management de l'innovation de Sciences Po. Vincent Charlet, directeur général de la Fabrique de l'Industrie. Et enfin, Jean-Marie Gauthier, directeur des affaires européennes de GRDF. Alors, je vais commencer par vous, Xavier Timbaud. Euh, Comment vous voyez l'ambition de ce Green Deal, et notamment, est-ce que l'Europe, finalement, c'est le bon échelon, et que peut faire l'Europe dans ce domaine? Alors, d'abord, il faut quand même saluer le Green Deal. C'est un projet qui est ambitieux. Vous en avez rappelé une des cibles, c'est le fait d'arriver à une économie neutre en émissions nettes d'ici à 2050. 2050, c'est dans quelques jours presque. Et arriver à ne plus émettre de carbone de façon nette, en comptant aussi le carbone absorbé par les puits de carbone, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement ambitieux. C'est quelque chose qui est compatible en particulier avec les engagements à la COP 21. Et c'est très important parce que le fait que l'Europe affiche cet objectif oblige d'une certaine façon les autres États dans le monde à également s'engager sur la voie de la COP 21. Les 4 années qui viennent de passer ont été assez compliquées pour la COP 21, à cause en particulier de la position des États-Unis. Mais on peut espérer que maintenant, cet exemple qui a été donné par l'Europe, qui n'est pas le seul pays à donner l'exemple, mais qui, en tout cas la seule zone à donner l'exemple, mais qui est quand même un point important, va pouvoir peser dans les négociations internationales. Donc oui, c'est ambitieux, oui, c'est important. Ensuite, il faut bien comprendre la mécanique qu'il y a derrière. C'est pas l'Europe qui va construire les éoliennes, c'est pas l'Europe qui va Bonjour. installer des voitures électriques, c'est pas l'Europe qui va modifier les comportements des individus, c'est pas l'Europe qui va compenser non plus les individus qui vont faire face à un certain nombre de difficultés. Donc la transition environnementale, c'est quelque chose qui va être fait par les États membres. Ce qui est important dans le Green Deal, c'est que le cadre européen va se mettre au service de cet objectif.
va permettre au pays de s'engager là-dedans, va leur donner un certain nombre d'incitations, voire par moments un certain nombre de rappels plus ou moins coercitifs sur le fait qu'ils ne sont pas engagés suffisamment dans cette transition. Mais c'est évidemment une étape extrêmement importante pour concrétiser cette transition vers une économie neutre en carbone. Donc, si je comprends bien, la Commission européenne fixe des objectifs, se donne les moyens de les suivre, de les évaluer, et puis eh bien, le reste, c'est aux États membres de le faire. Voilà, la Commission va fixer un certain nombre de cadres. Alors, ça peut être des cadres qui vont aider les États, par exemple en mettant en place des solutions pour les aider à financer. Pour financer aussi autre chose que les États, il y a d'autres niveaux de gouvernance en Europe, comme par exemple les collectivités territoriales, donc pouvoir s'adresser directement aux collectivités territoriales. Il va y avoir un travail de normalisation et de coordination entre les États membres, faire en sorte que chacun s'engage au même rythme dans la transition, que si un pays met en place une fiscalité carbone, ça ne soit pas utilisé comme un élément de compétitivité par d'autres pays, donc éviter ces effets de bord sur les mesures qui seraient prises, normaliser aussi, je ne sais pas, par exemple, si demain le ferroutage s'impose, faire en sorte, enfin c'est déjà le cas, mais faire en sorte que les systèmes de ferroutage soient compatibles d'un pays à l'autre, construire un certain nombre de réseaux qui seront communs à l'Europe en matière d'électricité, en matière de transport. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui vont être mises en place par l'Europe. Mais oui, le gros du travail sera fait par les États qui restent souverains et qui vont devoir prendre en main tous les problèmes posés par la transition, qui sont à la fois les problèmes techniques, les problèmes d'investissement, de financement, mais aussi les problèmes sociaux, d'acceptation et d'adhésion des populations à ce processus. Voilà. L'Europe a quand même par le Green Deal, fait une petite révolution qui est une inversion de la hiérarchie des valeurs de l'Europe. Là où l'Europe avait pour objectif d'organiser le marché unique, la monnaie unique, bien en fait, la transition environnementale devient un objectif prioritaire, pratiquement plus prioritaire que les autres. Et l'Europe va s'engager dans un processus de révision des directives et des législations européennes de façon à être compatible avec le Green Deal et la transition environnementale qui vraiment va devenir un projet, vraiment un projet qui fait partie du squelette de l'Europe. L'Europe sera tournée vers cette transition vers une économie neutre en carbone et tout ce qui pourra être mis en œuvre par l'Europe le sera dans ce sens-là. Donc, ça va être un travail considérable s'il faut réviser l'ensemble des directives européennes pour voir si elles sont compatibles. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de se dire, finalement, à telle échéance, nous n'aurons plus une seule directive qui sera contraire à notre objectif climatique. Oui, oui, ça va être un travail considérable qui va être engagé dans les années qui viennent. Alors, ça sera fait progressivement, ça sera fait par opportunité, c'est-à-dire en choisissant les législations qui paraissent les plus nuisibles à ces objectifs. Ça se fera pas sans heurts, parce que le processus européen reste un processus fondamentalement démocratique, dans lequel il y a une démocratie qui est assez complexe, qui fait intervenir d'un côté le Parlement, de l'autre côté les États, à travers le Conseil. Et donc, il pourra s'exercer à chacune de ces étapes des résistances, des blocages qui pourront rendre ce processus qui pourra paraître un peu empêché ou pas aussi rapide que ce qu'il devrait être. Mais c'est le prix à payer pour cette démocratie et pour la faire fonctionner. Il faut espérer que tout cela, à la fin, effectivement, délivre bien une économie neutre en carbone. Alors Vincent Charlet, vous êtes vous dirigez la Fabrique de l'industrie, qui est un important lobby de défense des intérêts industriels et notamment de l'industrie, de la grande industrie manufacturière. Comment vous recevez à la fois cette ambition générale et puis cette idée que tout va repasser à la moulinette de la révision en fonction des objectifs climatiques. Euh, et est-ce que les industriels que vous soutenez reçoivent ça avec enthousiasme? Alors d'abord, vous me tendez une perche, donc je ne peux pas la manquer. La fabrique n'est pas un lobby, bien sûr. La fabrique est un laboratoire d'idées. Important, vous avez raison, mais un laboratoire d'idées. On ne fait pas de lobbying.
les industriels ne forment pas, pour des raisons évidentes, pas plus que les technocrates ou les syndicats, ne forment pas un bloc homogène. Et donc, les entreprises se trouvent impactées par cette réflexion et cette inflexion législative ou ce bouleversement, selon le cours que ça prendra, de façon différente. Comme souvent, quand on parle quand on regarde les effets des régulations environnementales sur l'activité, l'emploi, la compétitivité, quelle que soit la variable que vous mettez, que vous observez, l'effet moyen est assez faible en général. Et en fait, toute la difficulté du compromis politique dont M. Timbaud vient de parler se trouve dans les extrémités de cette courbe, puisqu'il se trouve dans l'ensemble des industriels des gens qui sont favorablement concernés par une telle évolution, et puis d'autres qui parfois pèsent pas forcément beaucoup en emploi ou en volume d'activité ou en export, mais qui sont très durement touchés. Et c'est là toute la difficulté d'orchestrer une discussion et d'avancer sur le sujet. Alors à la Fabrique, on est assez bien placé pour en parler. On a deux coprésidents, Pierre-André Chalandard et Louis Gallois. Un préside Saint-Gobain et l'autre PSA. Et je le dis parce qu'il ne s'en cache pas. Il y en a un qui fabrique notamment du matériel d'isolation et qui dit que tout ce qui contribue à donner une valeur et un prix au carbone alimente positivement son modèle d'affaires. L'autre produit des voitures, enfin, c'est un secret pour personne. Le fait de donner un prix ou de taxer les émissions de gaz à effet de serre a évidemment un effet négatif sur toute la chaîne de valeur de l'automobile, tant qu'on n'a pas opéré la mutation vers des mobilités sans carbone. Bon, et donc on est bien placé pour savoir que toutes les industries ne sont pas touchées de la même manière. Dans l'ensemble, on avait produit une note au cours du printemps qui montre que jusqu'à des niveaux de 100 € la tonne, l'emploi industriel dans son ensemble n'est pas significativement impacté par cette trajectoire vers un carbone share et qui consiste à diminuer les émissions. Bon, le Green Deal, c'est une stratégie de croissance, comme on aime l'appeler dans le cadre, dans les institutions européennes, c'est-à-dire c'est un accord sur des grands principes. Et puis un échéancier des premières grandes décisions qu'il va falloir prendre ou qu'il a fallu prendre dans les tout premiers mois. Déjà, quand on traduit ça en fait, ou quand on regarde comment est-ce que ça va se traduire en fait, c'est un tout petit peu plus fragile. Enfin, l'actualité d'aujourd'hui même le montre. Si vous avez entendu les journaux du jour, le premier pas concret, la première mise en œuvre concrète de ce Green Deal, à savoir le budget européen, est aujourd'hui au point mort, parce que, si je résume les titres de nos quotidiens, parce qu'il y a 2 ou 3 États chefs de file d'un plus grand nombre d'États dans l'Europe de l'Est qui refusent que l'Union européenne mette le nez dans leur manière de gérer les droits civiques des homosexuels. Ça dit bien toute la fragilité des équilibres politiques sur lesquels les États sont en train de se mettre d'accord. Et là, on est en train de parler d'une stratégie qui vise à 2050. Donc, la route va être compliquée. Deuxième point d'attention, la traduction en investissement, c'est-à-dire en espèces sonnantes et trébuchantes, qui est aujourd'hui prévue dans les textes qui circulent dans les instances européennes, est à la fois ambitieuse. L'Union européenne parle de plus de 1 000 milliards d'investissements à horizon 2030, sur les 10 ans qui viennent, et insuffisante, puisque c'est à peu près 2,5 fois moins que ce qu'elle estime elle-même qui serait nécessaire pour parvenir aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Donc on est face à on s'est donné collectivement une ligne d'action extrêmement ambitieuse pour laquelle on n'a pas encore tous les éléments de concrétisation. Les industriels sont évidemment très sensibles à ça, et je terminerai par là, dans la mesure où, et je ne suis pas le premier à le dire, ils ont surtout besoin d'un cadre clair et lisible. Or, pour l'instant, pour toute la série d'éléments que je viens de rappeler, le cadre n'est ni stable ni très lisible. On s'engage dans une direction, ça c'est sûr.
Est-ce au bon tempo? Les industriels, selon leur modèle d'affaires, ont des avis un peu différents là-dessus. Et les instruments sont-ils aujourd'hui au clair pour savoir si on va y parvenir? Je viens de répondre que non, c'est vraiment pas assuré. Alors, on reviendra sur ces différents points, mais je voulais passer la parole à Natacha Valla. Vous êtes donc professeur à Sciences Po, mais vous avez été aussi directrice générale à la BCE, donc vous connaissez très très bien les problématiques financières. Or, la finance a un rôle absolument crucial à jouer dans la mise en place de ce Green Deal. Donc, expliquez-nous un petit peu, parce qu'on ne comprend pas forcément très bien, mais en quoi cette machinerie mise en action par la Commission européenne va avoir de l'influence sur l'ensemble de la finance. Alors, j'aimerais rebondir très rapidement sur ce qui a été dit, parce que je m'inscris dans la lignée de ce qu'a énoncé Xavier au départ, sur l'intérêt que ce deal émane de l'Europe, que ce soit la voix européenne qui porte ce message. Ça donne une vision et ça donne une visibilité à cette identité européenne, à cette capacité d'action européenne, qu'on a vu effectivement fonctionner très très bien avec l'introduction de la monnaie unique. On a d'ailleurs vu que la Banque centrale européenne, dans la gestion de la crise, c'était l'institution qui a été la plus présente de la façon la plus reliable, la plus fiable. Donc c'est important d'avoir ces points d'appui. Et ce qui vient d'être dit, c'est que justement, il y a peut-être des difficultés, il y aura peut-être des difficultés, ou en tout cas des écueils à éviter dans la mise en œuvre des grands principes qui ont mis finalement toujours d'accord. Souvenez-vous, quand on a parlé, on est vraiment arrivé avec le projet du Green Deal, c'était, vous l'avez rappelé au départ, en décembre l'année dernière, il y avait des grosses difficultés de point de vue déjà sur d'autres sujets, mais en tout cas des oppositions sur des sujets qui étaient souvent d'ordre budgétaire, c'est-à-dire dans quelle mesure les États pouvaient s'endetter. Alors on était bien loin de la réalité d'aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts, mais il ne faut pas oublier cette réalité sous-jacente qui est la réticence de certains par rapport à la dépense publique, par rapport à la prodigalité de l'autre. Je pense qu'on doit appeler les choses comme elles sont. Donc le Green Deal, l'avantage, c'est qu'on a une réflexion articulée par rapport à ça, par rapport à un objectif clair, qui est la neutralité carbone jusqu'en 2050, avant 2050. Et ce qui est intéressant aussi, et c'est là que peut-être les éléments de finance interviennent, c'est que ça identifie, et ça vient d'être dit, je pense que c'est extrêmement vrai, les stakeholders, c'est-à-dire les parties prenantes pour que ce projet-là réussisse. Et les parties prenantes, Xavier le disait tout à l'heure, c'est pas l'Europe qui va aller construire, faire l'isolation thermique des bâtiments publics ou privés d'ailleurs, qui va aller faire la transition. Ça va être porté par les États membres. Ça va aussi et surtout, ça doit être porté par le secteur privé, par les citoyens, dans l'intention démocratique, mais aussi économiquement par le secteur privé, parce que l'État n'a pas les moyens de porter tout ça. Alors, je mettrais un bémol considérable sur ce que je viens de dire quand j'en arriverai aux institutions européennes qui vont porter la chose au niveau européen. Et là, j'ai en tête la Banque européenne d'investissement, pour laquelle j'ai travaillé dans le passé. Donc, ça parle beaucoup à mon cœur presque, parce que c'est des sujets qu'on traitait, la transition climatique, qu'on traitait il y a 5-6 ans de ça, comme du plain vanilla. C'était monnaie courante, on était sur ces sujets. Et aujourd'hui, je crois même c'est qu'il y a quelques jours, la Banque européenne d'investissement, en tant que banque du climat, s'est engagée, son board a donné son accord pour s'engager vraiment sur le mode unique, transition climatique, nouvelles énergies, etc. Donc ça, c'est un signal fort, c'est 1 milliard d'investissements dans le secteur sur les 10 ans, etc. Donc c'est un signal plus de la finance et de la capacité financière à porter, alors, par un objet qui est hybride, une banque publique d'investissement. Une banque publique d'investissement, c'est de l'argent qui est porté par une logique du secteur public. Cette banque-là, les actionnaires sont les États membres. La logique de qualité des investissements et de gestion des actifs, c'est une logique qui répond à des impératifs de croissance, d'emploi et de transition climatique, mais c'est une logique de marché.
C'est-à-dire que c'est une institution qui va être capable d'aller lever de l'argent sur les marchés, par le biais essentiellement d'émissions obligataires, qui va ensuite faire en sorte que cet argent-là soit de choses orienté sur des investissements qui soient compatibles avec le Green Deal et orienté sur des institutions qui soient capables de faire multiplicateur avec le secteur privé. Donc je pense que cette vision un peu holistique du Green Deal, elle est très utile à cette condition-là, si on est capable de mettre en ordre de bataille le secteur privé dans une logique de marché. Je pense qu'on ne pourra pas en faire l'économie parce que les finances publiques ne pourront pas porter plus que ce qu'il ne faut en réalité sur ces questions. Alors, j'ai mentionné la Banque européenne d'investissement. On voit aussi que la logique du plan de relance, mais on y reviendra, Vincent l'a évoqué, la logique du plan de relance et du financement du plan de relance est très liée aussi à ce sujet. Effectivement, les dernières négociations à Bruxelles budgétaires ont indiqué qu'il y avait encore des risques sur le processus politique de financement pluriannuel de l'Union européenne. La Pologne et la Hongrie ont mis leur veto sur le fonctionnement, le modus operandi et la conditionnalité surtout de certains financements. Donc je pense qu'il faut être très très prudent par rapport à la prise en capture de cet élément par rapport au cycle, aux positions politiques, au cycle politique et à des logiques qui doivent vraiment pas se porter en faux par rapport à quelque chose qui est central, qui se porte sur un horizon de long terme, etc. Donc, que ça puisse être pris en charge par le secteur privé, que les mécanismes qui sont quand même mis en place au niveau de l'Europe ne deviennent pas des usines à gaz, sans mauvais jeu de mots, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de saupoudrage sur des objets qui sont mal définis ou qui s'imbriquent mal et que les incitations soient effectivement les bonnes. Oui, et puis alors, évidemment, ce qui a changé quand même la crise économique, c'est qu'avant, quand on parlait de transition et de financement européen, on parlait en milliards, voire en dizaines, et puis là, tout d'un coup, on parle en centaines de milliards, c'est-à-dire que les plans de relance au niveau européen, 700 milliards, enfin, il y a des sommes absolument considérables. Est-ce que tout ça, ça va avoir aussi une répercussion sur la capacité à atteindre ces objectifs en matière environnementale? Tout est une question de fléchage. Moi, il me semble que c'est les 750 milliards que vous évoquez pour le plan de relance européen. Ils ont vocation, pour grande partie, de faire de la compensation de choc, de la gestion de crise et de la politique contracyclique. Donc ça, moi, je pense que c'est essentiel de ne pas confondre les deux registres. C'est-à-dire qu'on a, avec la pandémie, et là on s'éloigne du climat, mais on va y revenir tout de suite. Avec la pandémie, on a fait face à un choc considérable d'offres qui s'est transformé très rapidement ou de façon quasiment instantanée en choc de demande. C'est-à-dire, on appelle ça un choc d'offres keynésien. C'est-à-dire qu'il a fallu, et là tout le monde est d'accord pour le dire, il a fallu concevoir collectivement une intervention de politique économique massive. Alors, cette intervention, elle a eu lieu par le biais de la politique monétaire. On y reviendra peut-être d'ailleurs parce qu'il y a un lien avec le climat qui peut être intéressant à décortiquer, mais aussi et surtout, j'allais dire, par de la politique budgétaire qui est de soutien à la demande. Dans ces 750 milliards, il y a des choses qui sont fléchées, il y a des choses qui le sont moins clairement, il y a des réallocations de portefeuille, mais je pense encore une fois que si on veut vraiment que cet objectif du Green Deal soit atteignable et que la logique des politiques ne soit pas dévoyée par rapport à cet objectif-là, il faut bien avoir deux registres. Le registre du plan de relance et le registre de la transition, climatique, enfin énergétique. Et ça, il y aura des intersections, certes. On peut dire, pour faire de la relance, on va financer l'isolation des bâtiments publics. Pourquoi pas? Enfin, après, ça se discute. Les modalités de dépenses pour la relance peuvent toujours se discuter, mais il ne faut pas que ce soit en soi un objectif. Les objectifs peuvent se servir l'un l'autre, mais ça ne doit pas être un objectif. En revanche, je trouve que ce qui est vraiment très intéressant, et c'est là que
le plan de relance, il met un pied dans la porte, c'est qu'il a permis, tout comme on avait eu une dynamique pour la mise en place du Green Deal en décembre 2019, on a eu la possibilité de mettre en place une capacité d'émission de dette commune. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est une véritable avancée, parce que c'est des débats, et avec Xavier, on en a eu pendant des années, on a été du même avis souvent d'ailleurs, mais sur la façon dont on pourrait concevoir une éventuelle obligation européenne, etc. Mais là, aujourd'hui, ça existe. Et ça existe parce qu'on a eu cette discussion sur le plan de relance, parce que les Allemands avaient été amadoués par l'aspect green, vert, pardon, de la chose. Et donc, par ce miracle de conjonction des circonstances, on a cet objet. Et l'objectif, je pense aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est en ayant ces deux raisonnements déconnectés, de garder l'instrument qui aujourd'hui est un instrument temporaire et de faire en sorte qu'il soit pérennisé pour qu'on ait de façon pérenne une capacité à émettre de la dette qui nous permettra, une fois qu'elle sera pérenne, de financer de façon qui aille au-delà de la capacité de la BUI qui met déjà toutes ses forces dans cette affaire, à aller financer avec des fonds publics et par construction du coup coordonnée la transition énergétique. Ça, pour moi, c'est vraiment la cheville ouvrière de tout le système. Et si on arrive à faire ce lien-là, donc à passer de l'un à l'autre et à pérenniser le cadre, je pense qu'on aura vraiment, vraiment fait un pas en avant sur la pérennité et le réalisme de cet objectif. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Non, 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 non. Mais justement, on reparlera tout à l'heure un peu en détail de, de la compatibilité avec les plans de relance. Mais je voulais qu'on écoute avant Jean-Marie Gauthier. Donc, je disais, vous dirigez les affaires européennes de GRDF, qui est le plus gros distributeur de gaz en France, mais aussi en Europe. Alors, cet engagement extrêmement puissant de l'Europe vers le Green Deal, donc vous, ça vous effraie un peu en tant que producteur d'une matière fossile, ou au contraire, ça vous rassure que la Commission prenne cette voie? Bonjour à tous. Je m'excuse, je suis arrivé un peu en cours, j'étais dans une salle d'attente virtuelle. Et donc, j'ai raté vos propos introductifs, mais j'essaierai de ne pas être redondant. Alors, vous m'avez tendu une perche également. GRDF n'est absolument pas producteur de gaz. Du fait de la réglementation européenne, il y a bien une séparation d'activités entre l'activité dite de monopole naturel, donc de réseau, et l'activité de production ou de fourniture d'énergie. Donc nous sommes totalement indépendants vis-à-vis d'une fourniture et également vis-à-vis du type de gaz que nous transportons. Mais ceci dit, le projet d'entreprise de GRDF, c'est bien de s'engager activement pour que le gaz que nous transportons, qui est actuellement d'origine fossile, comme vous l'avez justement mentionné, soit de plus en plus un gaz renouvelable. Et donc que l'ensemble de l'entreprise et des collaborateurs agissent et se préparent pour mettre en œuvre cette transition. Alors ce projet d'entreprise, il est déjà ancien, puisque peut-être que je peux compléter sur ce que j'ai entendu par rapport au Green Deal, c'est qu'au niveau de la réglementation européenne, il y avait déjà quand même une ambition environnementale, une ambition d'efficacité énergétique. On ne vous entend plus. Jean-Marie Gauthier, vous êtes encore avec nous? Ah. Bon, écoutez, ben, on va continuer, puis on reviendra sur ce que vous disiez, ce que vous disiez à l'instant. Je voulais continuer justement, puisqu'on parlait de la compatibilité avec les plans de relance, revenir vers vous, Xavier Timbaud. Là, il s'agit aujourd'hui
avec le reconfinement, on passe à un mode d'urgence. Il y a donc la discussion d'un arbitrage entre le court terme et le long terme qui se produit. Est-ce qu'il faut sauver les commerçants tout de suite et puis parler d'environnement plus tard, ou s'appuyer de l'un pour aller sur l'autre? Est-ce qu'on peut sauver l'économie française en gardant en tête cette ambition environnementale? Alors, c'est sûr que dans ce contexte de transition environnementale, la pandémie n'est pas du tout une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, ça génère un ensemble de problèmes très aigus, qui sont d'essayer de préserver au maximum le tissu productif de l'économie, de limiter les dommages, mais qui vont conduire à une accumulation de dette publique qui devra ensuite être traitée d'une façon ou d'une autre, et qui pourrait impliquer de devoir faire des réductions de dépenses ou des augmentations d'impôts. Donc, on voit bien que les ressources qui vont être consommées par l'absorption de cette crise ne pourront pas être consacrées à d'autres sujets, et en particulier à celui de la transition. Et puis, effectivement, je disais tout à l'heure que la transition vers une économie neutre en carbone était la priorité, mais en fait, aujourd'hui, la priorité, c'est plutôt de passer le cap de la pandémie, d'en limiter les dommages économiques, de trouver une solution sanitaire à cette crise, un vaccin, de limiter les effets du confinement sur l'économie, mais aussi sur l'éducation. Enfin, donc on est plongé dans un autre univers qui n'est pas du tout celui de la transition. Alors, On est plus sur la euh, fin du mois que sur la fin du monde, quoi. oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et cette fin du mois, elle devient plus un simple problème de revenus, mais c'est un problème aigu, qui est un problème qui est lié aux aspects sanitaires. Et donc, effectivement, là, la hiérarchie des priorités, elle est bousculée. Alors, donc, voilà, la crise demande une réponse de court terme, et ça, c'est assez difficile à articuler avec la question environnementale. Bon, il y a des gens qui ont beaucoup d'idées qui auraient beaucoup d'idées pour essayer de conditionner tout type d'aide à un effort environnemental, mais dans le court terme, c'est un petit peu illusoire. Ça peut être contre-productif, ça peut conduire à faire des complications terribles, et surtout à perdre le fil. Alors, par contre, c'est pas non plus une bonne nouvelle, mais c'est quand même ce qu'on peut déduire de la crise, par exemple, de 2008. On sait qu'on ne sort pas complètement indemne d'une crise comme celle-là, et qu'elle va se prolonger pendant plusieurs années. Et là, par contre, l'instrument environnemental peut être aussi un instrument de relance économique, dans une économie qui n'est pas dans l'état aussi catastrophique que l'a mis le confinement, mais qui sera dans les conséquences plus durables du confinement sur cette économie. Et donc, dans ce cadre-là, l'investissement public, par exemple, peut être un moteur de relance. Et là, cet investissement public, il s'inscrit dans la durée, et il peut aussi s'articuler avec la transition environnementale. Mais ça va pas être simple de garder le cap sur cette articulation entre fin du monde et fin du mois. C'est quelque chose qui sera compliqué, qu'il est compliqué, enfin qui est compliqué de dire qu'il y a un arbitrage qui est fait, et d'expliquer ça aux populations, parce qu'elles vivent les fins du mois, et la fin du monde, c'est forcément après la fin du mois. Et donc, voilà, je pense que c'est un vrai enjeu d'arriver à articuler les 2, et qu'on n'a pas encore trouvé le bon cocktail pour le faire. Alors, il y a quand même une note positive, enfin, Natacha l'a évoqué, mais je pense qu'effectivement, il faut insister là-dessus. C'est les bonnes résolutions du Green New Deal ont trouvé leur concrétisation pendant la crise sanitaire, et en particulier le fait que l'Europe était prête à mettre des moyens sur la table, et plus simplement de servir un petit peu de chef d'orchestre ou de gendarme, suivant les jours, mais elle était capable de pouvoir générer des ressources communes, ce qui est un puissant levier pour embarquer un certain nombre de pays qui pourraient être réticents dans cette transition. Et puis l'Europe peut être vraiment un cadre suffisamment contraignant pour pousser chacun vers des arbitrages un peu plus favorables à la transition, alors que peut-être spontanément, ça ne serait pas le cas. Je crois que c'est Vincent Charlet qui évoquait la question des États qui essayent de profiter des situations en utilisant leur pouvoir
de vote au Conseil, puisque la plupart des décisions au Conseil doivent être prises à l'unanimité, donc ça donne un pouvoir assez important à chaque État membre. Mais le fait d'avoir une capacité d'endettement commune peut modifier largement ce poids qu'ont les pays à l'unanimité. Et il n'y a pas simplement des bâtons aujourd'hui, il y a aussi des carottes qui peuvent un petit peu modifier la dynamique et les rapports de force à l'intérieur de l'Europe. Donc on peut espérer que ça, qui s'est vraiment concrétisé pendant la pandémie, et donc c'est quand même c'est un petit peu inattendu. Enfin, je sais pas, par exemple, Natacha, qui est une observatrice des questions européennes depuis longtemps, mais moi personnellement, je ne m'attendais pas à ce que ces questions-là se débloquent aussi vite. Et je pense qu'il y a vraiment un pas qui a été franchi, il y a une difficulté qui a été levée. Et ça, c'est plutôt positif parce que ça donne un instrument de plus quand même à la dynamique politique européenne. Oui, alors on y reviendra, mais Jean-Marie Gauthier, vous êtes revenu parmi nous. Donc, la question de tout à l'heure, mais qui rejoint celle de maintenant, c'est en quoi finalement un distributeur de gaz peut lui aussi s'inscrire dans une démarche à la fois de court terme et puis de moyen et long terme en faveur de la transition environnementale. Oui, je craignais de faire uniquement le rôle de plante verte du fait de problèmes de connexion. Je suis très content de vous retrouver. J'espère que la connexion se maintiendrait. La régie m'a dit qu'ils avaient quelques soucis. Donc, vous avez un bon gars. Ah, ben, je ne vous entends plus. On est toujours là, nous. Je suis toujours là. Très bien, oui. Merci. Donc, c'était pas moi ce coup-ci. Imaginez les échanges au niveau du Parlement européen dans ces conditions, quand vous ajoutez la couche traduction. Ça fait des discussions quand même plus complexes et je pense qu'un des points qui était échangé, c'était sur la temporalité et comment répondre à des enjeux de très court terme, puisqu'on nous demande d'agir maintenant, alors que effectivement le processus européen est long et également on est dans des situations assez compliquées de travail collectif, alors que la Commission est à 100% en télétravail ou quasiment, et le Parlement européen travaille également dans des conditions très dégradées. Sur des points, on les a évoqués, qui sont très complexes, qui montrent bien en avant les divergences des États sur des questions de fond, des divergences géographiques très fortes, mais malgré tout avec un projet qui est très unificateur, si on le regarde bien, qui est une rupture, mais également une rupture qui se veut inclusive, incluant les citoyens, incluant l'ensemble des partenaires économiques. Concernant l'énergie, alors ce que je peux vous dire, c'est j'avais commencé en vous parlant de la façon dont notre secteur se prépare et contribue à ce projet. D'une part, c'est que le Green Deal, il se veut transversal. Ce n'est pas seulement une question d'atteinte de la neutralité, c'est le chemin pour y arriver, c'est un chemin qui se veut plus économe en ressources, préservant davantage la santé des citoyens, améliorant la qualité des aliments. Et c'est finalement une vision globale dans laquelle chaque acteur doit s'inscrire. Alors, ce qui concerne les activités de gaz, nous, on a complètement joué ce jeu de l'économie circulaire, puisque en fait, le gaz qui est d'origine fossile est largement importé, le gaz naturel. Il y a des substituables, le gaz renouvelable, notamment par exemple le biométhane, qui est un gaz produit à partir de déchets organiques, donc dans un processus de fermentation, et qu'on arrive à mettre dans des spécifications pour être tout à fait compatible avec à la fois les réseaux existants et également les équipements des usagers. Donc c'est un développement qui est très récent. Aujourd'hui, en France, on a moins d'1% de la consommation de gaz qui est couverte par cette production, mais il faut voir que la toute première injection sur un réseau en France a été faite en 2012. Mais par contre, aujourd'hui, on a un rythme de croisière avec un nouveau raccordement de ce type d'unité par semaine. Donc on voit qu'on est dans une bonne dynamique. Et quand on parlait de visibilité au niveau européen,
il faut voir la diversité des situations, notamment sur l'énergie. En France, quand on regarde les enjeux pour nous, finalement, on a un cadre national qui est déjà très clair, qui est assez confortable, dans le sens où, dans la loi énergie-climat, on a un objectif de 10% de gaz renouvelable dans la consommation de gaz à l'horizon 2030, donc on sait où on va. Notre activité qui est régulée nous donne les moyens d'investir pour raccorder ces producteurs, avec une validation de nos investissements, etc. Donc, à notre échelle, on voit même qu'on pourrait être plus ambitieux. Par contre, quand on se tourne vers nos voisins, dans le cadre européen, on voit qu'il y a des situations qui sont très très loin de la France, que ce soit dans la maturité des infrastructures, la maturité des développements en cours, et également des cadres réglementaires. Donc cette ambition de neutralité, elle est déjà difficile à accepter par certains, encore plus quand on se place dans un contexte régional. Donc c'est là où je pense, vous avez peut-être évoqué déjà les questions de transition juste, et pour aider les situations les plus compliquées de sortir des énergies fossiles. En tout cas, pour nous, c'est très clair que la trajectoire, c'est une transition vers des énergies renouvelables, davantage d'efficacité énergétique. Dans nos projections, on voit des consommations de gaz qui sont réduites sensiblement tout au long des décennies, dû à l'efficacité énergétique, de meilleurs appareils, de consommation. Pardon, petite pause du côté de Bruxelles. On va continuer avec Vincent Charlet. Quand on préparait cette conférence, vous me disiez oui, il y a quand même quelque chose qui ressemble à une confusion mentale entre justement la fin du mois, la fin du monde, c'est-à-dire entre le très court terme et le très long terme. Vous très clairement, il faudrait finalement deux plans, deux étapes, un pour le sauvetage et puis ensuite un pour les ambitions environnementales. Pardon. Oui, mais ça vient d'être dit, notamment par Natacha Valla. Il y a effectivement deux horizons de temps et deux raisonnements qui peuvent rentrer en interférence positive, si je peux dire provisoirement, mais qu'il ne faut pas confondre. Et donc, je sais pas, enfin, il y a peut-être une confusion mentale parfois dans certains débats, mais pas dans celui-là. Sur le plan économique, il y a à la fois un désajustement, j'allais dire, en largeur et en profondeur, au sens où le Green Deal et l'ensemble de cette stratégie regarde bien plus loin, à bien plus long terme, on l'a dit, qu'une politique de relance ne peut le faire décemment, et elle est aussi plus étroite, c'est-à-dire que même si les éléments de présentation de ce Green Deal cherchent à inclure un maximum de secteurs d'activité, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est partiel, comme la stratégie dite de Lisbonne qui avait été lancée au début des années 90 était elle aussi. Elle regardait un axe qui était l'innovation et elle espérait beaucoup de retombées positives, beaucoup de retombées économiques positives d'un effort accru en matière d'innovation. Les objectifs n'ont pas été totalement atteints. Bon, là, de la même manière, on reformule l'objectif et on essaye d'embarquer, si j'ose dire, un maximum de parties prenantes et de secteurs d'activité, bâtiment, mobilité, innovation, etc. Mais on trouverait difficilement, par exemple, la place des industries de santé, qui sont évidemment sous les feux de la rampe aujourd'hui, dans la stratégie de croissance qu'est le Green New Deal, typiquement. Donc, cette stratégie ne prétend pas couvrir l'ensemble des secteurs, quand bien même on parlerait que des secteurs industriels pour l'instant. Le deuxième risque de désajustement, il est politique. On fête aujourd'hui, paraît-il, le deuxième anniversaire du début du mouvement des Gilets jaunes. Et les reportages auxquels cet événement donne lieu montrent de façon assez criante d'ailleurs, à quel point, comme le confirment d'autres études, par exemple sur les éléments de consommation, que les marchés, la demande, les consommateurs
n'ont pas, dans leur grande majorité, opéré un basculement vers une attente, comment je dirais, une transformation de leur mode de consommation et de leurs arbitrages de pouvoir d'achat qui soient parfaitement compatibles avec, avec ce Green New Deal. Là non plus, il ne faut pas se raconter d'histoire. Je passe rapidement sur le fait que beaucoup de gens ont l'air aujourd'hui préoccupés pour savoir s'ils vont pouvoir acheter ou pas un sapin de Noël pour Noël. Et plus globalement, les comportements de consommation, tels qu'ils étaient étudiés en juillet, en août, en septembre, ne marquaient aucune inflexion notable par rapport à 2019, alors même que ce choc psychologique qui a été le premier confinement nous a tous amenés à écrire et à dire dans les plus grands quotidiens ou à l'apéritif du samedi soir, sur Zoom évidemment, qu'on allait vers un monde nouveau et que l'économie allait même se transformer à la faveur de ce changement de consommation. Rien de tout ça n'advient et on a en fait, pour les prochaines élections notamment, des débats qui vont ressembler furieusement à ceux du monde d'avant, avec des potentiels de crispation très très forts sur la question du pouvoir d'achat. Or, je n'envisage pas, je n'ai pas trouvé quiconque d'ailleurs de plus instruit que moi qui puisse envisager une conversion, une trajectoire de conversion énergétique sans un renchérissement du carbone en tant que tel ou de cette nuisance qu'est l'émission de gaz à effet de serre. Donc il va bien falloir passer par cette phase du débat politique qui va consister à trouver les mots pour un consensus, puisque c'est quand même ça le boulot des politiques, de réussir à distiller la confiance et établir un consensus suffisamment couvrant pour nous emmener dans une voie stable. Et pour l'instant, cette étape n'est pas faite. Ce qui est pour moi un des obstacles très importants au fait que, pour l'instant, l'ensemble des parties prenantes, y compris des acteurs économiques, ne peuvent pas considérer l'horizon comme totalement dégagé jusqu'à 2050. Oui, et donc ça veut dire que pour l'instant, il faut mettre sous le boisseau un plan de relance verte et se préoccuper du pouvoir d'achat des citoyens, c'est ça que vous voulez dire? Alors, mettre sous le boisseau, non, je pense pas. Je pense que cet accord, je ne m'inscris pas en faux par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, hein. Cet accord entre les États membres, il est historique, il est important. Il fixe un cap ambitieux et sans doute même le plus ambitieux à l'échelle de la planète pour l'instant. Mais il ne faut pas négliger des aspects qui pourraient être considérés comme étant de la pure mise en œuvre dans les 2 ans ou les 5 ans qui viennent, et qui sont en fait des véritables verrous de nature politique en particulier, et qui conditionnent eux-mêmes la mise en mouvement des acteurs du marché. Donc dans les États en particulier, dans les institutions, les collectivités territoriales, il y a un immense agenda politique en particulier qui est devant nous. Il va falloir mettre tout le monde d'accord, à peu près. On ne vous entend pas, monsieur Scand. Pardon. Dans les questions qui sont arrivées tout à l'heure sur le fil là, par SMS, il y en a une pour Natacha Valla qui touche aux ressources propres de l'Union européenne. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui nous demande cet auditeur, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la discussion sur les ressources propres de l'Union européenne? Alors, c'est une discussion qui a fait un pas de géant, mais qui est aussi au milieu du gué. C'est-à-dire que ce qui est acquis, c'est un peu ce qu'évoquait Xavier tout à l'heure, c'est le fait que collectivement, par le biais du fonds InvestEU, on a créé une structure qui permet aux États membres collectivement d'émettre des titres de dette, des obligations supra-souveraines en l'occurrence, dont le produit, c'est des prêts, hein, grosso modo, c'est des prêts par le biais d'émissions d'instruments financiers de type dette, d'aller ensuite employer ces ressources pour ce qui nous semble être d'intérêt commun. Ça peut être de la relance, ça peut être du Green Deal, ça peut être ce qu'on décide de faire politiquement ensemble. Donc ça existe.
C'est-à-dire que sur les 750 milliards, le principe des 750 milliards, alors le principe lui-même des 750 milliards, on l'a évoqué tout à l'heure, il est encore en discussion. Les Polonais et les Hongrois mettent leur veto, mais bon, ça va prendre encore un processus politique en plus, une vague en plus. Mais grosso modo, sur le dessin d'ensemble, il est là, on l'a. Après, ce n'est pas la seule source de financement possible et existant. Il y a d'autres sources de financement existantes qui sont la mise au pot par les États membres d'argent sonnant et trébuchant. Ça peut prendre la forme d'une contribution en cash au budget européen. Donc la discussion du budget européen qui revient sur la table de façon régulière, c'est aussi la discussion, en gros, c'est de combien d'argent on va mettre au pot commun. Et puis, il y a aussi la contribution des États membres par la façon dont ils financent les institutions communes, donc la contribution en capital des États membres alors je pense à la Banque européenne d'investissement, mais il y a aussi le mécanisme européen de stabilité, toutes ces institutions qui appartiennent à l'Europe de façon collective, il faut bien les financer d'une façon ou d'une autre, et donc ça aussi. Donc le financement commun, en fait, cette ingénierie, elle existe. Elle existe. Ce qui n'existe pas du tout, et ce qui est assez lié avec la discussion qu'on a, en fait, c'est une très bonne question, parce que c'est la question de la ressource propre de nature fiscale. C'est très difficile de se mettre d'accord sur le fait qu'on a été d'accord pour émettre de façon très temporaire et pour des objectifs très précis de la dette en commun, mais cette dette-là, elle va être remboursée. Et puis après, certains espèrent, on n'en parlera plus, ce sera dans le passé. Mais on n'a pas encore été capable de mettre à une échelle qui soit non ridicule en place des institutions, une capacité à taxer collectivement pour financer des choses communes. Et ça, c'est une discussion qui est très difficile. Alors, il a été évoqué la possibilité de mettre des taxes vertes qui seraient une façon d'aller. Et ça, voilà, je pense que c'est le volet de la discussion qui a le moins avancé, qui serait sans doute essentiel en réalité, parce qu'on voit le financement standard des finances publiques dans l'histoire ancestrale de nos structures étatiques. Il y a de la dette, certes, mais la dette, elle est soutenable et crédible uniquement quand il y a derrière une capacité à taxer et une acceptation de la taxe par les citoyens. Alors ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui arrive au niveau décentralisé des États membres. Ce n'est pas quelque chose qu'on a au niveau de l'Europe. Et c'est dommageable parce que ça rend le système bancal, ça rend le système européen potentiellement en proie. On l'a vu avec les discussions de cette semaine, là, sur la discussion européenne, en proie à des prises en otage par l'un ou l'autre des États membres. Donc ça c'est un petit peu le chapitre qui reste à conclure, mais je pense qu'il y a tellement de choses sur la table déjà que on doit attendre encore bien longtemps avant d'avoir une solution de cet ordre-là. Ceci étant dit, on peut quand même aussi avancer sans ressources fiscales substantielles au niveau collectif. Moi, je serais très pragmatique par rapport à ça. Je n'irais pas maintenant pousser pour en plus venir proposer un impôt européen. Je pense qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. Je pense que l'avancée qui a été faite au niveau du Green Deal, au niveau de InvestEU et des politiques européennes qui fonctionnent, donc aussi notamment à la Banque Centrale Européenne et à la politique monétaire, il faut être raisonnable et consolider ce qu'on a et attendre avant d'ouvrir ces chantiers qui seront nécessaires si dans l'histoire on veut construire une Union européenne qui soit souverainement viable. Alors, on reparlera de ces problèmes de taxation. Notamment, il y a une autre question sur ce sujet, mais on va aborder notamment l'histoire tourmentée de la taxe carbone. Peut-être Jean-Marie Gauthier,
on retourne à Bruxelles. Là, juste dites-nous un petit peu comment. Donc on a bien compris que sur le court terme, le gaz pouvait être effectivement intéressant, notamment pour la transition des pays comme la Pologne et autres qui sont très orientés sur le charbon. Mais à plus long terme, est-ce que un distributeur de gaz comme vous peut avoir aussi un rôle à jouer au-delà de 2030? Oui. Alors, j'hésite à parler de peur d'être tout de suite censuré, mais je vais essayer. Juste par rapport aux quelques éléments que j'ai pu entendre, il faut voir que si l'Europe essaye de montrer une nouvelle voie avec la neutralité carbone, une grande ambition, on voit qu'elle commence à être rejointe par d'autres pays. La Chine, le Japon, la Corée du Sud ont exprimé de mêmes ambitions. Donc peut-être au moment de l'expression de la politique par la présidente de la Commission, ça paraissait peut-être un peu exotique pour certains. On a l'impression maintenant qu'il y a un plus grand alignement. Et également, dans les échanges commerciaux, par exemple avec le Mercosur, on voit que maintenant l'Europe souhaite davantage de réciprocité et que retrouver ses valeurs au niveau de ses partenaires. Donc j'ai l'impression quand même, dans le Green Deal, il y a vraiment un message politique aussi international pour montrer que cette transition doit permettre aux industries européennes de se préparer pour l'Europe, mais également pour travailler leur compétitivité de long terme, puisque ça paraît derrière aussi un peu une évidence face aux risques et aux impacts du changement climatique. Les acteurs qui trouveront et qui développeront les solutions auront potentiellement de larges marchés devant eux. Donc en ce qui concerne l'Europe, et pour rebondir peut-être sur les aspects financement et plan de relance, au niveau énergétique, il y a l'hydrogène qui est apparu comme un maillon qui permet, entre le secteur du gaz et le secteur de l'électricité, de travailler davantage en synergie pour intégrer encore davantage les énergies renouvelables. Et on voit bien que là où l'Europe a exprimé une stratégie au début de l'été dernier, un grand nombre d'États depuis ont inscrit l'hydrogène dans leur plan de relance. Que ce soit la France, dont je pense que vous avez bien en tête le plan et ses 7,2 milliards d'euros, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la plupart des États derrière ont décliné. Et donc on voit que l'Europe peut avoir un effet d'entraînement important. Le budget est là aussi, puisqu'il fonctionne en cofinancement. Ce qui nous paraît, essentiel, c'est de bien avoir la visibilité réglementaire, avoir un cadre clair de règles des marchés. Les financements attendus sont avant tout par les acteurs privés, qui devront, pour répondre quand même aux ambitions les nouvelles ambitions climatiques pour 2030, changer fondamentalement leur façon de faire. Et je pense que c'est peut-être là, vous avez dû le dire, où est la principale réserve, en tout cas, qu'on peut avoir à ce stade, c'est quand on regarde les études d'impact préliminaires sur une telle ambition pour 2030, on voit bien que à l'échelle d'un projet industriel qui nécessite 5 ans, 10 ans de mise en œuvre, il faudrait dès maintenant avoir déjà, en fait, mettre en œuvre les solutions. Donc là, il y a une grande difficulté au niveau des échanges au niveau européen, de voir comment on peut dès maintenant mettre en œuvre des choses dont l'écriture réglementaire en directive ou en règlement n'aura des effets que dans 5 ans, voire plus. Il faut aujourd'hui que l'industrie ait suffisamment de confiance pour s'engager vers des nouveaux modes de transport, vers des nouveaux modes de production de gaz ou d'électricité, dans un cadre réglementaire qui aujourd'hui paraît limitant, avec certaines barrières pour permettre l'épanouissement de ces développements dans les règles de marché existantes. Donc de notre côté, un travail sur l'intégration des systèmes énergétiques est crucial, mais là où l'expression européenne est sur des aspects stratégiques, la concrétisation, elle, aujourd'hui, apparaît plutôt au niveau des États, voire au niveau des régions. Un grand nombre de projets d'économie circulaire sont souvent construits à l'origine au niveau d'une collectivité, au niveau des parties prenantes d'un territoire. En fait, il y a un lien qui est
pas évident à faire entre le niveau très macro européen et une multitude de projets, d'autant plus dans l'énergie où ces projets sont davantage décentralisés. On parle moins de grands projets très structurants d'infrastructures. Aujourd'hui, une grande partie sont quand même existantes. On a un système énergétique en Europe très mature, par rapport à une évolution qui est davantage centrée sur les territoires et sur une multitude de petits projets, avec toutes les implications que ça peut avoir sur nos infrastructures, la façon dont elles étaient conçues par rapport à la façon dont on veut les exploiter maintenant, la façon dont un porteur de projet inscrit son projet dans une dynamique de territoire. Donc voilà quelques éléments que je pouvais partager avec vous, mais n'ayant pas le fil de vos échanges, j'avoue que c'est plus compliqué. Alors, maintenant, je me tourne peut-être vers Vincent Charlet. Il y a plusieurs questions là, qui tombent sur l'importance du numérique. Est-ce que c'est vraiment… Alors, c'est quand même un sujet très industriel, mais ça va au-delà, évidemment. Est-ce que le numérique peut lui aussi être un levier pour accélérer cette transition énergétique? Et puis, il y a une autre question, et là, peut-être Xavier pourrait répondre sur le contrôle de l'efficacité, évidemment, de l'argent qu'on va dépenser. Mais sur le numérique, Vincent Charlet, qu'est-ce que vous dire ? Les entreprises industrielles, enfin, ou compétitives, industrielles au sens large, disons, pas purement manufacturières forcément, sont de toute façon engagées dans une compétition mondiale dans laquelle elles ne peuvent sortir positivement que si elles sont de plus en plus compétitives. Donc de toute façon, le numérique est un passage obligé. Il est à peu près évident que pour chacune d'elles, le recours au numérique soit en plus un levier de décarbonation. On a des exemples petits ou grands, mais dans lesquels effectivement la simulation, le recours à la simulation numérique permet d'éviter évidemment l'usage de matière. Le recours à des outils d'optimisation, par exemple sur les industries de procédés, permet là encore d'optimiser par exemple les échanges de chaleur et du coup la consommation d'énergie totale ou les pertes d'énergie fatale. Bon. Donc le recours à ces technologies-là peut, à l'évidence, permettre au secteur de se conformer à une obligation de réduction des gaz à effet de serre, ou dit autrement, de supporter le poids de la taxe si les gaz à effet de serre sont de plus en plus taxés. Ensuite, il y a l'autre moitié du débat sur la consommation énergétique elle-même des acteurs du numérique, par l'intermédiaire notamment de l'effet rebond, c'est-à-dire que plus on a des appareils, des smartphones et des outils évolués, plus on s'en sert et plus on consomme d'énergie par ce fait-là. Moi, je me hasarde pas, je ne sais pas répondre à la question du bilan entre les deux. Est-ce que le numérique permet d'économiser plus de carbone qu'il nous en fait dépenser? Je n'en sais strictement rien. Et pour les entreprises industrielles, c'est à peu près clair. Alors, il y avait une autre question, c'est peut-être pour Xavier ou pour ceux qui veulent y répondre, c'est de dire finalement l'Europe et les États vont dépenser beaucoup d'argent dans cette transition. Comment s'assurer finalement que cet argent est bien dépensé? Autrement dit, alors bon, là, l'auditeur fait mention de l'éolien et du bâtiment aussi. Comment finalement faire en sorte qu'il n'y ait pas une forme de capture par des lobbies pour des solutions qui soient finalement relativement peu efficaces? Est-ce que la Commission européenne a les moyens? Est-ce que c'est plutôt aux États de le faire, de vérifier, d'orienter si l'hydrogène finalement ça marche moins bien d'aller ailleurs? Enfin, ça pose beaucoup de questions comme celle-là. Et est-ce que c'est compatible avec la liberté d'entreprendre aussi qui supporte l'innovation? Ouais, c'est une question, c'est une belle question qui a plein de ramifications.
Si on veut répondre comme un économiste, en fait, on dit, si on veut être le plus efficace possible, donc que cette question du contrôle de la dépense soit faite de la façon la plus pertinente possible, en fait, ce qu'il faut, c'est un signal prix. Donc, il faut que ça coûte cher d'utiliser les combustibles fossiles, par le biais, par exemple, d'une taxe ou d'un prix sur le marché d'échange de carbone. Et puis après, ça a la responsabilité de chacun, d'abord d'adapter son comportement, de choisir ses investissements, d'en assurer la pertinence et l'efficacité. Et c'est la concurrence entre les entreprises, par exemple, qui va conduire à ce que ceux qui arrivent à mieux s'en sortir avec ce signal prix vont effectivement prospérer et attirer à elles les ressources et les marchés, et que c'est ça qui amène à l'efficacité. Alors, donc ça tend à privilégier une solution par un signal prix et à surtout pas s'engager dans des mécanismes de subvention. Mais le problème, c'est que c'est pas si simple, c'est-à-dire que le signal prix rencontre des oppositions fortes. Alors, on l'a vu par exemple en France avec les Gilets jaunes, mais les Gilets jaunes ne sont pas le seul épisode de réaction à la taxe carbone. En fait, ça remonte à assez longtemps. La taxe carbone qui a été mise en place en 2007 par Nicolas Sarkozy avait suscité une forte opposition aussi, déjà. Et on a des tas d'exemples dans d'autres pays. Alors, il y a des endroits où ça s'est bien passé, mais il y a beaucoup d'endroits dans des tas de pays où ça ne s'est pas très bien passé. Ça suscite aussi des oppositions. Je me souviens d'ailleurs des bonnets rouges Les bonnets rouges, tout à fait. C'est aussi un autre exemple. Ouais, un autre exemple. Ça ne suscite pas des réactions que d'individus qui s'habillent de façon un peu exotique. Il y a aussi des lobbies tout à fait puissants d'entreprises qui peuvent s'opposer à des mises en place de prix carbone et qui ont d'ailleurs obtenu, par exemple, des quotas gratuits sur les marchés de carbone de façon à être compensés d'une certaine façon des conséquences du marché carbone. Tout ça limite l'efficacité. Et donc, voilà. Le problème, c'est qu'il y a un arbitrage entre être très efficace par un signal prix et arriver à conduire des politiques acceptées et perçues comme socialement justes. Parce que c'est un des problèmes, c'est que le prix du carbone n'est pas perçu comme socialement juste. En fait, ce que nous dit la théorie économique, alors il faut aller chercher une théorie un peu plus compliquée, un peu plus sophistiquée, mais ce qu'elle nous dit, c'est que quand on met un prix du carbone, il faut aussi un dispositif de compensation, justement, des injustices. Et ce dispositif de compensation, si le prix du carbone est quelque chose de relativement simple et d'efficace, le dispositif de compensation, c'est quelque chose qui est très complexe à mettre en place, qui génère des tas d'effets indésirables, comme par exemple la stigmatisation, c'est-à-dire que c'est des épisodes de chèque vert. On trouve très, très stigmatisant de recevoir un chèque parce que ça tend à vous dire, ben voilà, t'es pas assez riche pour te payer ton essence, donc on va te subventionner. Ça donne un sentiment de dépendance. C'est stigmatisant parce que généralement, on ne le donne pas à tout le monde de façon uniforme, mais à certaines catégories qui sont donc identifiées comme étant les plus fragiles, les plus réfractaires, les moins adaptés au monde actuel d'une certaine façon. Et tout ça, au final, construit quand même des choses qui sont très complexes à manipuler, qui peuvent conduire à beaucoup d'inefficacité et qui peuvent augmenter considérablement les factures. Donc on est face à un problème en fait assez fondamental dans la transition. Les économistes sont un peu bloqués sur l'idée il faut un prix du carbone. Aujourd'hui, le consensus politique, il faut pas de prix de carbone. Donc on est face à quelque chose d'assez difficile à réconcilier. Peut-être qu'il y a une chose qui est en train de basculer, qui est que du côté des... Enfin, j'appelle ça des lobbies, mais c'est pas du tout péjoratif dans mon esprit. Du côté des lobbies industriels, on est en train de dire, bon, finalement, un prix du carbone, moyennant un certain nombre d'aménagements relativement simples, c'est au contraire quelque chose dont on a besoin aujourd'hui, parce que ça nous permet, on sait que ça va finir par arriver, donc on préfère l'avoir tout de suite et de façon claire, que de façon incertaine et éventuellement par d'autres biais, parce que, par exemple, on peut substituer au prix du carbone des normes qui sont plus compliquées à manier et qui surtout peuvent être très injustes parce qu'elles ne touchent pas de façon égale tous les acteurs. Donc le fait que ça bascule un petit peu du côté des industriels et qui aujourd'hui, là aussi c'est difficile de parler de majorité, mais d'un consensus qui se dégage vers il nous faut un signal de prix carbone qui soit clair, va peut-être aider à faire avancer les choses. Le débat sur la taxe carbone aux frontières s'inscrit exactement là-dedans. Ça serait la concession faite aux industriels pour remplacer les droits à émettre gratuitement en ayant une taxation aux frontières qui permettrait d'éviter
des effets de concurrence avec le reste du monde en ayant un prix du carbone uniformisé à l'échelle européenne. Donc c'est peut-être par ça qu'on va sortir de cette impasse. C'est un débat qui aujourd'hui est quand même, quand on est dans les milieux environnementaux et qui s'intéresse à ces questions politiques, c'est un débat qui est, je dirais pas aigu parce qu'il y a beaucoup de non-dits et beaucoup de choses qui sont tues, mais c'est un débat dans lequel il y a beaucoup de malentendus et c'est un point de blocage aujourd'hui sur la mise en œuvre de politiques réellement efficaces. Donc c'est pas un petit sujet. Et c'est sûr que si on substitue au prix du carbone des mécanismes de subvention, des certificats, tout un tas d'autres dispositifs, on a un véritable problème d'efficacité, de suivi, de non-détournement et non-capture de ces subventions ou de ces certificats ou de ces autres dispositifs. Donc, ou même les normes, hein. Enfin, on l'a vu avec l'exemple des normes européennes en matière automobile. Il y a des tas de façons de capturer une norme, que ce soit en trichant, en ayant une connivence avec le régulateur, en ayant une mauvaise foi sur les objectifs quantifiés qui peuvent détourner l'objectif initial en quelque chose qui paraît acceptable par les industriels. Bon, enfin, il y a plein de solutions, enfin, il y a plein d'exemples de choses qui sont passées, qui ne sont pas des choses efficaces du tout. Et donc, c'est une vraie question. Maintenant, si on n'agite que l'argument d'efficacité, on a face à soi le problème de l'acceptation sociale, et celui-là, il n'est pas mince non plus. Donc, il n'y a pas de cocktail magique aujourd'hui. Il va falloir de gros efforts, de longs efforts pour arriver à construire petit à petit, que chacun se fasse une raison, en fait, par rapport à l'utilisation de ces instruments et par rapport à ce qu'il faut accepter d'inefficacité pour arriver à nos objectifs à la fin. Populaire, peut-être parce qu'aujourd'hui le mot de frontière lui-même est redevenu un peu à la mode. Alors Vincent Charlet, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Xavier Timbaud sur le fait que les industriels commencent à être un peu plus positifs aujourd'hui sur l'histoire de taxation de carbone, et est-ce que le bon niveau c'est la France ou c'est l'Europe ou c'est les deux? Alors oui, je me retrouve pour l'essentiel dans le tableau que vient d'esquisser Xavier Timbaud. J'aime bien aussi la symétrie. Disons que, pour faire très court, les consommateurs ou les industriels qui émettent faiblement sont taxés sur le carbone via la taxe carbone nationale à 44 € des poussières. Et les industriels fortement émetteurs sont, eux, taxés via le système des ETS. Ils ont tous tendance à demander une compensation, c'est assez juste aussi, des quotas gratuits dans le deuxième cas et un arrêt de l'augmentation de la taxe dans le premier cas. Là où le parallèle s'arrête, c'est que sur le système des ETS, les quotas ont baissé et les émissions aussi. Alors que dans l'usage, enfin dans les émissions dont sont responsables les acteurs de la première moitié du tableau, à savoir le tertiaire, le résidentiel, le transport, là malheureusement les émissions augmentent. Bon. Donc c'est un bon système, les ETS. Alors on rappelle. De ce point de vue-là, ce système a atteint bien des objectifs qui s'étaient assignés. En particulier grâce à la mise en place de quotas gratuits, il a eu très peu d'effets négatifs, les effets négatifs que certains craignaient sur l'emploi et la compétitivité de l'export. Enfin, de ce point de vue-là, c'est vraiment un système qui a porté ses fruits. Il a même contribué à donner un signal prix. Bon, on aurait aimé que ce signal prix soit quand même plus vigoureux et plus stable, mais il a orienté les comportements et il y a des effets observables, par exemple sur le comportement d'innovation des entreprises. Il a accéléré la recherche de procédés innovants dans les technologies bas carbone. On a d'ailleurs fait une étude conjointe au FCE, Fabrique de l'Industrie, sur le sujet. Donc ce système a marché. Est-ce que les industriels sont en train de changer de point de vue sur la taxation du carbone? Oui, là-dessus, je souscris totalement. Ensuite, il a été question de la taxation aux frontières de l'Union européenne. En gros,
Bon, il y a aujourd'hui, la Commission a mis quatre options, enfin dire options fondamentales sur la table, en demandant aux parties prenantes, industrielles mais pas uniquement, de se prononcer et de donner leurs impressions sur ces quatre grandes options. Elles sont encore décrites dans des termes très très généraux et pourraient être mises en œuvre de façon en fait très diversifiée selon les modalités de mise en œuvre. Est-ce qu'on taxe juste les importations ou est-ce qu'on détaxe aussi les exportations? Qui bénéficie du produit de la taxe? Enfin, dans tous ces cas, à partir de ces quatre cas de figure fondamentaux, on peut encore imaginer tout un kaléidoscope d'options qui ont des effets très différents. Par exemple, certains incitent et d'autres pas les États tiers à mettre en œuvre leur propre politique de tarification du carbone. Bon. Ceci étant dit, pour représenter les choses, enfin pour rappeler les ordres de grandeur, aujourd'hui, le système de taxation, enfin ou d'échange de droits à polluer sur le marché européen, donc sur, on va dire, la demi-douzaine de secteurs fortement émetteurs de CO2, ça occasionne, ça entraîne des fuites de carbone de l'ordre de, alors il y a différentes estimations, hein, de l'ordre de 15% si on prend une médiane des différentes estimations. C'est-à-dire, pour le dire en d'autres termes, lorsqu'on réussit à réduire de 100 tonnes les émissions de CO2 au sein de l'Union européenne grâce à ce système, elle se trouve augmentée de 14 tonnes ailleurs. Donc voilà, il y a une perte d'efficacité par ce biais-là. La mise en place d'une taxe carbone aux frontières qui rétablit une forme de compétitivité-prix entre les émissions d'un côté et d'autre de la frontière de l'Union européenne fait passer ce taux de fuite de 14 à 6 à peu près. Donc c'est pour rappeler à la fois l'efficacité que l'on peut attendre d'un système de taxation des importations, par exemple, contenant du carbone, mais aussi la portée et l'efficacité de cet instrument. C'est-à-dire que ce serait peut-être un geste symbolique fort, ce serait un autre pas en avant et parvenir à un consensus, on n'y est pas, hein, pas du tout même, mais parvenir à un consensus sur ce point nous aiderait à faire de l'Europe et à avancer plus concrètement encore dans ce projet européen qu'est le Green New Deal dont on en parle depuis le début de la conférence. C'est pas ça qui va révolutionner les conditions de marché, les conditions de prix pour l'ensemble des acteurs économiques de l'Union européenne. C'est un des éléments, c'est un des paramètres. Alors sur cette question de la taxation du carbone et de la taxe aux frontières, Natacha, est-ce que vous estimez que c'est quelque chose une taxe carbone européenne, donc peut-être qui viendrait, comme vous le suggériez, alimenter éventuellement une cagnotte européenne, mais est-ce que c'est quelque chose de réaliste à court moyen terme? Je vais faire comme Xavier en parlant avec un raisonnement un peu obtus d'économiste, mais une taxe, c'est quelque chose qui, dans la plupart des cas, est un objet de distorsion. On cherche à obtenir une distorsion dans les comportements, qui éloigne peut-être un peu du first best, donc de l'allocation idéale qu'on souhaiterait avoir, mais qui permet aussi d'atteindre d'autres objectifs. Donc, c'est une modalité viable. Alors, viable, mais dans les modalités précises d'une taxe aux frontières européennes, moi, ça me semble un petit peu compliqué. Il faut que les 27 pays se mettent d'accord. En termes de politique commerciale, c'est quand même quelque chose d'assez agressif. Donc, il y a la question de la rétorsion, etc. Alors qu'on a un cas d'école ici, qui est celle du marché qui manque et de l'externalité. Et là, c'est ce que disait Xavier. Moi, j'adore le prix du carbone parce qu'on a caractérisé une externalité, on a caractérisé le fait qu'on n'avait pas valorisé quelque chose qui devait l'être, et que donc si on arrive à valoriser ça avec un mécanisme de prix du carbone qui soit aligné avec la fair value, on déclenche plein de choses positives. Et dans ces choses positives-là, que la taxe carbone ne résout pas du tout, le fait d'être capable de mettre une valeur, une valorisation,
Ça permet aussi d'avoir des effets incitatifs par d'autres biais, notamment par le biais des bilans. Et là, je pense que je reviens à la question de la finance qu'on évoquait tout à l'heure. La valorisation des actifs, de plus en plus aujourd'hui, prend en compte la dimension environnementale et climatique. Ça, le prix du carbone, c'est l'élément qui manque pour le faire de façon fluide, harmonisée, etc., taxonomie. Voilà. Donc ça, il nous manque les éléments qui vont permettre de concrétiser ça et de rendre ce marché-là le plus proche possible d'un marché efficace au niveau de la circulation de l'information. Mais une fois qu'on aura ça, on sera capable donc de valoriser les actifs, c'est-à-dire la façon dont les entreprises sont capables de se financer en prenant en compte cette externalité-là. C'est la meilleure des incitations qui puisse être. Et on voit aujourd'hui le fait que les choses se font à l'envers, mais elles se font quand même. On introduit des objets qui sont les green bonds, par exemple, un objet qui est déjà assez ancien, mais qui dans le fond, en termes d'incitation, a beaucoup de valeur. On se rend compte qu'en matière de ESG, les investisseurs deviennent de plus en plus regardants par rapport à la façon dont ils peuvent ou veulent allouer leur portefeuille. Donc, tout ça, ça permet de dire que finalement, tout ce qui peut rapprocher du mécanisme de marché le plus simple, et là, la taxe ne nous apporte rien, au contraire, ça nous apporte des distorsions. Je pense que c'est c'est quelque chose qu'on doit vraiment aller chercher, je pense. Et ça, il y a une implication à ça aussi, c'est que c'est un lien très scientifique avec la réalité du risque climatique. C'est-à-dire que ça incite aussi à aller chercher des façons de modéliser l'univers de risque et la caractéristique des risques climatiques. Alors là, je ne suis pas du tout experte, c'est vraiment les techniciens qui sont capables de travailler sur ces choses-là. Mais si on a une caractérisation du risque qui soit adaptée à la nature du risque climatique, alors on sera aussi capable de développer des instruments financiers pour se protéger de ce risque, pour le transférer, pour le prendre en compte dans la valorisation des actifs et donc dans les incitations qui sont standards dans toute décision d'investissement et donc dans la canalisation des fonds privés vers les industries et les entreprises et les secteurs qui seront les plus viables à long terme. Et je n'ai pas abordé un dernier sujet qui est très lié à ça, qui est un sujet dont les banquiers centraux se sont emparés, en tout cas dans leur discours un peu collectif il y a quelques temps de ça, qui est la tragédie des horizons, c'est-à-dire la valorisation du risque extrême en cas de catastrophe climatique, en termes purement et simplement de façon très machiavélique, d'évolution de la valorisation des richesses, des actifs, etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'assez... c'est un mécanisme, c'est ce à quoi je voulais arriver en fait, c'est de dire que le prix du carbone, ça nous permet tout ça. Le système financier s'accommode d'une absence de prix du carbone qui se rapproche de la fair value parce que le monde va vers ça. Mais ça simplifierait tellement les choses, alors que la taxe, elle nous apporte pas, tous ces mécanismes. Comment on donne un prix du carbone si on ne met pas une taxe comment spontanément le prix du carbone peut tout d'un coup se faire? Encore une fois, là, je suis vraiment pas la personne à qui il faut poser la question parce que je sais pas moi valoriser la valorisation de l'externalité. Elle a rien à voir avec une taxe. La taxe, on peut dire que la taxe, ça peut éventuellement être l'expression implicite d'un prix du carbone, mais ça ne peut pas remplacer un prix du carbone. C'est pas le résultat d'un équilibre d'un marché qui n'existe pas et concret, ou d'un marché qui était d'un environnement où les marchés sont incomplets. Peut-être c'est la norme qui peut le faire. On le voit dans la voiture, par exemple, où tout d'un coup, il y a un prix, en tout cas, je ne sais pas s'il y a un prix du carbone, mais un prix des combustibles fossiles, il y a des incitations dans tous les sens, et il y a des normes qui font que ça va dans un sens. Alors, Vincent Charlet, vous vouliez intervenir? Oui, mais c'était en substance pour poser exactement la même question, c'est-à-dire, il me semblait moi que la taxation contribuait à donner un prix à ce carbone. Le carbone aujourd'hui a des expressions de prix variées selon que vous êtes
industriels fortement émetteurs, par exemple producteurs verriers ou constructeurs automobiles, ce carbone n'a pas la même incidence sur vos coûts, donc il n'a pas le même coût de votre point de vue, selon que vous êtes consommateur en France ou en Espagne non plus. Et bon, j'aurais pensé, d'où ma question à Natacha Valla, j'aurais pensé que, par exemple, l'option numéro 4, j'ai dit il y avait 4 grandes options sur la table aujourd'hui, dont on dit qu'elle est poussée par les Allemands en particulier, qui consiste à faire une sorte de taxe au carbone ajouté. Donc, tous les consommateurs européens paieraient une taxe sur les produits qu'ils achètent, qu'il s'agisse du verre, de l'acier en barre ou des automobiles, indexée sur le contenu en carbone. Bon, il me semblait justement que ça contribuait à donner une valeur à ce carbone sur le marché européen. Oui, alors, je suis d'accord avec ça et je corrigeais peut-être la perception. C'est que je suis d'accord avec le fait que la taxe, ça peut exprimer de façon équivalente une valeur qui correspondrait quand même malgré tout à l'idée, quand on pense à une logique de marché, à l'idée d'un prix d'équilibre. Une autre façon de dire ça, c'est que la taxe est un moyen et n'est pas le résultat. C'est un paramètre de politique publique, une taxe. Un prix, c'est le résultat de l'équilibre sur un marché. Alors, on peut avoir une équivalence des observations par un mécanisme et par l'autre. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que pour arriver à un prix d'équilibre sur ce marché qui n'existe pas, dont les modalités sont très, très différentes des autres marchés, peut-être qu'effectivement, le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'avoir un système de taxes. Mais une taxe, ça ne résout pas une externalité par le biais de la fixation d'un prix sur un nouveau marché qui n'existait pas. Alors, peut-être, Marie Gauthier, est-ce que vous vouliez intervenir sur ce débat taxe carbone? Et puis après, Xavier Timbaud, on reviendra sur la faisabilité d'une taxe carbone aux frontières. Jean-Marie Gauthier, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce débat sur la taxe carbone? Oui, merci. Alors, j'ai pas eu tous les éléments du débat, mais ce que je peux vous partager avec vous, mes impressions, c'est concernant l'ETS. On peut penser que ce système a plutôt rencontré un certain succès, alors de par les résultats en tant que tels de réduction, d'expression d'une valeur du carbone, mais également parce qu'aujourd'hui, il y a des propositions qui sont faites pour l'élargir à d'autres secteurs, notamment le transport, le bâtiment. Donc si certains le proposent, imaginez que c'est parce qu'ils y voient quand même une certaine efficacité. Ça me permet de rebondir peut-être avec votre point sur la mesure de l'efficacité de la dépense publique par rapport à ces différents secteurs. Il y a la Cour des comptes européenne qui a pointé du doigt, notamment sur les dépenses liées à l'efficacité énergétique dans le bâtiment, des grandes difficultés à mesurer l'efficacité de cette dépense, les effets réels. Bon, c'est des éléments que vous avez peut-être déjà discutés. Donc, il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels c'est effectivement assez complexe de bien mesurer. Il y a évidemment des progrès qui seront faits par rapport à cette mesure, qui est un élément clé. Par rapport à la taxe, c'était évidemment très bien évoqué l'effet gilet jaune. Dans l'effet gilet jaune, il y avait effectivement un événement un peu conjoncturel où les prix à ce moment-là des énergies fossiles étaient plutôt élevés, donc ça s'est rajouté à la taxe et ça peut être décuplé les effets. Mais ce qu'on y voit aussi, c'est un besoin d'alternative. Il faut que les gens qui sont soumis à cette taxe puissent effectivement avoir des alternatives dans leurs décisions et construire une solution industrielle, structurer une filière pour proposer des alternatives à la mobilité pour des gens qui sont peut-être en zone périphérique, périurbaine. Ce sont des choses qui prennent du temps, ce sont des choses qui nécessitent une structuration, une intention politique. Tout ça pour dire que dans l'énergie ou dans un grand nombre d'objets du Green Deal, on touche à des éléments stratégiques pour l'Europe. L'indépendance énergétique, elle est différente suivant les pays. Et puis, chaque pays a quand même sa sensibilité par rapport à décider d'elle-même son mix énergétique, les solutions qu'elle privilégie. Et on voit bien dans tout ce qui est taxation, avec la proposition de révision de la taxation de l'énergie, la grande difficulté à espérer voir un consensus émerger
on touche à des éléments de souveraineté pour lesquels les États ne paraissent pas encore prêts à s'engager sur un alignement européen fort sur ces éléments-là. Il y a un grand nombre d'oppositions. Sur la taxe carbone aux frontières, c'est... Oui. Voilà. Alors, je voulais juste, parce qu'il nous reste une ou deux minutes là, un peu le mot de la fin, Xavier Timbaud, est-ce que la réponse est celle-là, et est-ce qu'une taxe aux frontières européenne, ça a un avenir, enfin, ça a un sens à court terme? Ça a un sens, oui, je pense, parce que c'est un instrument à la fois économique, mais aussi un instrument politique, pour montrer qu'on se soucie du carbone, mais qu'on se soucie aussi de la compétitivité. Et donc, c'est un instrument essentiel pour discuter, parler, négocier avec tout le tissu productif et arriver là-dessus à un consensus. Alors après, c'est un projet assez complexe. C'est pas facile de mettre en place une taxe carbone. Ça pose un nombre de problèmes tout à fait considérables. Donc, il faut être à la fois ambitieux et puis aussi assez réaliste. Probablement, les premières versions de la taxe carbone seront expérimentales, limitées et décevantes. Mais on apprendra beaucoup dans leur mise en œuvre, à la fois leur mise en œuvre administrative, économique, mais aussi politique et son insertion dans les discussions commerciales. Ce qu'on peut espérer, c'est que au bout d'un certain temps, on n'en ait plus besoin parce que tout le monde sera sur des trajectoires de réduction de carbone. Tout le monde aura un prix du carbone implémenté dans son économie par des marchés de carbone, par des taxes carbone, et que la compétition ne se jouera pas là-dessus, elle ne se jouera pas sur des différentiels de prix de carbone. Voilà, entre aujourd'hui et ce monde idéal, il y a quand même un espace assez important pour une taxe carbone, qui peut-être ne sera qu'un espèce de terrain d'expérimentation et de pression, mais qui sera peut-être malgré tout un instrument utile dans le processus, au moins politiquement et peut-être économiquement aussi. Bien, eh bien écoutez, ce débat touche à sa fin, hein. Ambition et réalisme, vous disiez. Alors bon, on a l'impression que c'est un peu le chemin étroit de ce Green Deal, en espérant quand même qu'il nous mènera où il veut aller en 2030 et en 2050. Merci à tous et bon après-midi. Merci.